Oui, mes chers collègues, le 3 juillet 1914, il y a un siècle presque jour pour jour, l'Assemblée nationale a adopté l'impôt sur le revenu progressif. Voilà, on lui rend hommage. Et la meilleure manière, mes chers collègues, de lui rendre de nouveau hommage, concrètement, lorsque le gouvernement nous donnera la possibilité d'exercer notre droit de vote, serait de voter l'amendement que nous vous proposons maintenant et qui, d'une certaine manière, vous propose de rendre à son tour progressif l'impôt qui est devenu le premier impôt sur le revenu français en France, c'est-à-dire la CSG. En votant cet amendement, et là je m'adresse plus spécialement à mes collègues de la majorité, vous avez la possibilité de mettre en œuvre vos valeurs. Voilà des décennies, les uns et les autres, que nous plaidons pour une grande réforme fiscale qui mettrait fin à la dégressivité de notre système fiscal. Nous l'avions fait en juillet 2012 en alignant les revenus du capital sur ceux du travail. Il avait été question à un moment donné, dans la bouche de l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, de remettre cette affaire de la réforme fiscale sur le chantier. Elle s'est un peu perdue dans les sables. Nous vous proposons, à travers cet amendement, de le faire à nouveau. Vous avez aussi la possibilité de mettre en œuvre l'engagement 14 du président de la République dans sa campagne électorale et d'être, de ce point de vue-là, fidèle au contrat démocratique que nous avions pris ensemble devant les électeurs. Et puis, je dirais, sans ironie, mais parce que je le crois profondément, vous avez la possibilité de rester dans l'histoire, non pas simplement comme la première majorité de gauche qui aura voté 40 milliards de baisse de charges et d'impôts sur les entreprises, mais comme la majorité de gauche qui aura réalisé cette grande réforme fiscale que des hommes et des femmes attendent depuis longtemps. Et puis, en votant cet amendement, vous avez aussi la possibilité d'initier cette véritable politique de soutien au pouvoir d'achat, qui s'esquisse à travers d'autres articles, mais qui a besoin d'être renforcée. L'amendement que nous vous proposons bénéficierait à 95% des Français. Ce sont 4 milliards d'euros qui seraient rendus en 2015, 12 milliards en 2016, 14 milliards en 2017. Alors bien sûr, on va me dire, mais comment financez-vous tout cela ? Notre démarche s'inscrit dans une cohérence d'ensemble. Nous proposons en effet de financer cette politique de la demande par une relative réduction des montants alloués aujourd'hui à la politique de l'offre. Et cet amendement est cohérent avec d'autres amendements que nous présentons dans le cadre de ce PLFSS, visant par exemple à ne pas supprimer la C3S ou à revoir un peu à la baisse la baisse des cotisations patronales qui est proposée par le texte. Merci. Pour présenter le 190, je donne la parole à Madame Sass. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit mon collègue Laurent Baumel, cet amendement vise à rendre progressif la CSG pour alléger la contribution des ménages aux revenus modestes. Les écologistes avaient eux-mêmes déposé en commission un amendement dans ce sens, mais rejoignent ici la proposition faite par notre collègue Laurent Baumel, qui a l'avantage de prendre en compte le quotient familial et d'éviter donc le risque d'inconstitutionnalité. Comme chacun sait, la CSG est un impôt efficace à assiette large qui s'applique aux revenus du travail comme aux revenus des capitaux, mais il a le désavantage d'être proportionnel. Et donc, pour le rendre juste et ainsi pour alléger la contribution des ménages aux revenus modestes, nous proposons ici que soit appliqué un barème progressif en taux marginaux, sans distinction entre retraités et actifs et entre revenus du capital et revenus du travail. Jusqu'à la fin des années 90, les inégalités de revenus ont diminué en France. Mais on assiste aujourd'hui, comme vous le savez, à un retournement de tendance. En effet, en 10 ans, le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres n'a progressé que de 8%, pendant que celui des 10% les plus riches a augmenté de 18%. Ces inégalités, les Français les ressentent. Elles sont réelles, ils en souffrent, et c'est notre responsabilité à nous, députés de la majorité, de les réduire. La situation des ménages modestes en France doit s'améliorer, en redonnant directement du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est tout le sens de cet amendement. Et si je me permettais, je demanderais au gouvernement de lever la réserve sur le vote de cet amendement, qui me paraît extrêmement important pour notre majorité. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. La Commission a donné un avis défavorable à ces amendements, ces deux amendements qui vont dans le même sens. Et qu'elle a interprété comme un amendement d'appel. De la même façon d'ailleurs qu'avait été l'amendement d'appel qui avait été déposé au nom du groupe socialiste, cette fois-ci du groupe SRC, au cours de la discussion du PLFSS 2014. Et à l'époque, cet amendement avait été retiré avec l'engagement du gouvernement sur la foi d'un rapport
et sur lequel est en train de travailler le Haut Comité de financement de la protection sociale pour retravailler ce type d'amendement dans le cadre d'un projet de loi de financement de l'État et de la sécurité sociale, c'est-à-dire cet automne. Voilà pourquoi, tout en étant sensible à la volonté de justice qu'il contient, je pense que cet amendement devrait être retiré au bénéfice, de la même façon que l'amendement qui avait été présenté par le groupe SRC cette fois-ci, d'une discussion sur l'ensemble du financement de la protection sociale à l'occasion de la discussion du PLFSS pour 2015. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je voudrais, à l'occasion de cet amendement, faire un certain nombre de remarques. Tout d'abord, dire que le débat sur la progressivité de la CSG est un débat qui a avancé au cours de la période récente, et la connaissance des conséquences qu'aurait une modulation importante de son taux s'est améliorée. Je vais y venir dans un instant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'ensemble des réformes qui ont été conduites depuis 2012 ont toutes été conduites dans le sens d'une plus grande progressivité de l'impôt. L'impôt sur le revenu, certes, mais l'impôt et les prélèvements en général. Et c'est vrai aussi sur un certain nombre de prélèvements sociaux sur les indépendants. Et je veux ici les rappeler. La tranche d'imposition à 45%, la remise en place de l'impôt de solidarité sur la fortune, la mise au barème d'un certain nombre de plus-values, que ce soit des valeurs mobilières ou des valeurs immobilières. Il y a, dans toutes les mesures qui ont été prises par ce gouvernement, un principe de progressivité de l'impôt sur le revenu. Et les travaux qui ont été conduits par différents groupes de travail, je pense au rapport qui a été fait par Dominique Lefebvre et François Auvigne, ont montré, contrairement à l'idée reçue, que la progressivité de l'impôt sur le revenu est très importante. Vous connaissez tous les chiffres sur le pourcentage d'impôt payé par le dernier décile, voire parfois les 4 premiers déciles. Mais pour en revenir au débat sur la CSG, qui doit être abordée sereinement, les propositions qui avaient été faites lors du PLFSS pour 2014 auraient occasionné une hausse des prélèvements obligatoires à la charge des ménages de 7,3 milliards d'euros. Et le dispositif qui était proposé, on ne parle pas du même, aurait fait à l'époque 16 millions de foyers fiscaux perdants. Après, chacun apprécie. Les nouvelles propositions que vous faites aujourd'hui, d'après nos estimations, engendreraient pour leur part une perte de recettes de 13 à 14 milliards d'euros. Vous proposez de réduire un certain nombre de dispositifs, j'ai bien entendu, vous parlez de la C3S, on est là sur 1 milliard, on n'est pas à 13 ou 14. Vous parlez d'un certain nombre d'autres dispositifs dont l'addition, à ma connaissance, ne donne pas la substitution de cette perte de recettes que j'observe, vous ne contestez pas. Alors après, ce sont des choix politiques que l'on peut admettre. Moi, je vous donne les conséquences de l'amendement que vous présentez à cet instant. Si on voulait assurer la neutralité financière dans un dispositif tel que celui que vous proposez, il faudrait porter le taux de CSG de 7,5 à 10% sur la tranche des revenus supérieurs à 19 300 euros, c'est-à-dire en fait quasiment pour tous les revenus supérieurs à 1,1 fois le SMIC. C'est en tout cas les calculs. En outre, le taux devrait être augmenté de 7,5 à 13,5 sur la tranche de revenus supérieurs à 29 800 euros, c'est-à-dire 1,7 fois le SMIC. Ça, c'est si on voulait assurer la neutralité de votre dispositif. J'ai bien observé les propositions que vous faites. À ce stade, au bénéfice des explications qui précèdent, le gouvernement se montrera défavorable à cet amendement s'il était maintenu au moment du vote, qui interviendra tôt ou tard et sous une forme ou sous une autre. Merci. La parole est à Monsieur Paul.
puis Monsieur Germain, puis Madame Le Callennec, puis Oui, Monsieur de Courson. Sur la procédure, Monsieur le Ministre, je crois qu'il faudra quand même assez vite sortir du flou dans lequel notre Assemblée travaille ce soir. Et je le dis aussi par souci de constitutionnalité de cette procédure. Mais je voudrais pour ma part apporter un soutien total, bien sûr, à l'amendement de notre collègue Laurent Baumel. Vous savez, dans cet hémicycle, souvent, il est dit qu'il doit y avoir pour les entreprises une plus grande lisibilité de la fiscalité. Mais je crois que cette lisibilité de la fiscalité, nous la devons aussi à tous les contribuables, aux ménages, aux familles, à tous les Français, à tous les citoyens. Et donc, je voudrais dire à mes collègues de la majorité que, en matière de lisibilité, de stabilité, il y a des engagements qui ont été pris année après année, depuis maintenant 4 ou 5 ans, dans des projets, dans des programmes, dans des campagnes présidentielles, législatives, et que l'existence d'une réforme fiscale de grande ampleur, parmi laquelle la CSG progressive figurait et doit continuer à figurer, est un élément de cette lisibilité démocratique que l'on doit au pays quand il s'agit de prélèvements. C'est pour cela que ce soir, nous insistons beaucoup sur l'introduction, au moins partielle, d'une CSG progressive, non pas comme un grand soir fiscal, auquel personne d'ailleurs n'a jamais prétendu, mais comme l'amorce graduelle, déterminée, d'une réforme fiscale de grande ampleur qui réclame certainement plusieurs années. Mais là aussi, ça n'est pas parce que c'est long à réaliser qu'il ne faut pas commencer maintenant, et surtout avec un cap et une destination clairement établis par le législateur. Et donc la CSG progressive est probablement, en termes d'efficacité et de justice, un des apports possibles du texte dont nous débattons ce soir. Et Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu comme chacun ce que vous avez dit à l'instant sur le fait que l'impôt sur le revenu peut gagner aussi en progressivité. Mais si nous faisons le choix de la CSG progressive et de la CSG, c'est bien parce que l'assiette n'est pas la même et qu'il s'agit d'embrasser plus largement des revenus de différentes natures et de leur appliquer la progressivité. Voilà, mes chers collègues, pourquoi je considère avec beaucoup d'autres ici et au-delà que la CSG progressive doit être un élément important de ce texte. Ne pas la voter, ça serait une faute indélébile. Merci. Monsieur Germain a la parole. Oui, c'est un débat à nouveau très important. Je ne reviens pas sur les arguments macroéconomiques que j'ai développés dans mon intervention préliminaire, mais quand même, si nous étions en mesure de débloquer 14 milliards d'euros, comme l'a dit mon collègue Baumel, pour le pouvoir d'achat, on voit bien qu'on pourrait avoir des effets massifs et rapides sur la croissance et donc sur l'emploi. Et je crois que c'est ça qui nous réunit tous dans ce débat ce soir. La deuxième chose, c'est qu'on a une occasion historique de mettre en place cette CSG progressive. Pourquoi ? Parce que depuis des mois, on réfléchit ensemble et on se rend compte que faire cette CSG progressive à rendement constant de la CSG, c'est très difficile parce que le ministre l'a très bien éclairé par ses chiffres. Ça supposerait de commencer à augmenter les taux de CSG à partir de revenus de Français qui sont de classe moyenne. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que dans le paquet des 41 milliards d'euros d'allègement et de baisse de cotisation qui sont prévus pour les entreprises, on peut les réduire en les ciblant sur les secteurs les plus exposés et financer une CSG progressive qui, cette fois, est par le bas, puisque vous n'avez pas cité les chiffres, mais la réforme que nous proposons permettrait de baisser la CSG pour 99% des ménages français, donc quasiment l'intégralité d'entre eux. Et comment ça se finance ? 14 milliards, vous l'avez rappelé. Nous proposons à horizon 2017, nous proposons de supprimer effectivement la C3S, non pas que vous ayez des arguments économiques tout à fait valables, mais on considère que compte tenu de ce qui est déjà fait avec le CICE, c'est peut-être pas la priorité du moment, ça fait 6 milliards d'euros. Les allègements de charges, si on n'en faisait que 4-5 au lieu de 9, ce serait déjà beaucoup. Les allègements Fillon, c'était 4 milliards. Les allègements Juppé, pour remonter plus en amont, c'était 4 milliards aussi. Donc en rajouter 4 milliards aujourd'hui, judicieusement placé, ce serait efficace. Et puis ne faire que la moitié, par exemple, de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a 5 milliards qui sont prévus, 2,5, et faire un peu moins sur les indépendants. Vous faites la somme, ça fait 13,7. Donc on finance les mesures. Donc voilà, les choses sont finançables.
Elles sont sans doute faisables que dans une baisse massive des impôts, et elles feraient de la justice entre ce qui est fait pour les entreprises, ce qui est fait pour les ménages, dans un grand élan de croissance et dans une CSG que nous proposons totalement progressive selon les taux du barème de l'impôt sur le revenu, et donc qui serait fusionnable avec l'impôt sur le revenu et qui aurait créé ce grand impôt citoyen qui est de nature à réconcilier les Français avec l'impôt parce que juste et progressif. Madame Le Callennec a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je m'aperçois que c'est manifestement à cause de cet amendement qui vous divise que nous sommes privés de vote depuis 3 heures. Oui, je pense que c'est bien pour ça que vous avez posé la réserve, Monsieur le ministre du Budget. Alors, les salariés qui gagnent jusqu'à 1,3 SMIC, ils vont apprécier d'être les victimes de débats internes à la majorité qui s'avèrent être de plus en plus pluriels. Et je vous pose la question, Monsieur le ministre, quand allez-vous lever la réserve des votes? Car à ce rythme, vous allez décidément vous retrouver tout seul à la prochaine conférence sociale. Merci. Monsieur de Courson a la parole. Je trouve le gouvernement d'une extrême gentillesse à l'égard de l'aile gauche de sa majorité. Pourquoi? Mais quel est le sens de cet amendement qui maintient un taux tel qu'il est, puisque l'exposé des motifs dit les revenus du patrimoine, on maintient le prélèvement tels qu'ils sont? Mais alors, vous créez une rupture d'égalité entre les revenus du travail et les revenus du patrimoine? Bien sûr que si, puisque dans un cas, vous êtes à 15,50, puisque le drame de la CG sur le revenu du patrimoine, c'est qu'ils ne sont pas modulés en fonction du revenu. Et pendant ce temps-là, vous faites un impôt progressif sur la CSG. Mais mon cher collègue, savez-vous que le dernier décile paye 49% de l'IR et de la CSG? 49%. Et savez-vous que les 4 premiers déciles des revenus les plus faibles en France, c'est-à-dire 40% de la population, ne payent pas 6% de l'IR et de la CSG? Donc vous faites du gauchisme. Alors, quelques questions supplémentaires. Comment vous appliquez votre amendement? Comment votre amendement, il est inconstitutionnel sur plusieurs points, comment vous traitez la pluriactivité? Puisque vous traitez différemment une personne qui a 2 emplois à mi-temps par rapport... Bien sûr que si, puisque vous l'appliquez, votre barème progressif. Autre petite question, vous pensez qu'il faut accentuer la progressivité? Vous pensez, M. Germain, qu'il faut accentuer la progressivité de l'IR et de la CSG alors qu'elle est... Mais vous êtes complètement fou. Mais vous voulez détruire la récompense du travail et du talent. Nous sommes déjà dans une situation excessive. Nous sommes à 70% de taux marginal. Vous êtes fait annuler par le Conseil constitutionnel. Vous n'avez toujours pas compris, Monsieur Germain? Mais vous faites là du gauchisme. Et comme le disait très bien Lénine, le gauchisme, c'est maintenant la maladie infantile du Parti socialiste. Merci. Alors, vu l'importance de cet amendement, je me vois dans l'obligation d'élargir le nombre de nos orateurs. Donc, je vais donner successivement encore la parole à M. Muet, M. Vigier, M. Laurent et M. Rugy. Et puis là, cette fois, on passera à l'amendement suivant. M. Muet. Oui, merci Monsieur le Président. Puisque nous sommes dans un débat sans vote, je vais me permettre d'intervenir sur un amendement qui, au fond, relance un débat qui est un vrai débat, qui est que nous avons besoin de moderniser notre imposition du revenu. Nous avons en France, contrairement à tous les pays européens, 2 impôts sur le revenu. La CSG, c'est le plus gros des 2 fois plus important que l'impôt sur le revenu, qui a le mérite de ne pas être trop mitée, mais qui n'est pas progressive. Et puis l'impôt sur le revenu, qui est complètement mité, qui n'a cessé de décroître ces 10 dernières années et qui, malgré des taux de progressivité relativement importants, est en fait tellement faible que finalement la progressivité globale de nos 2 impôts sur le revenu est plus faible que dans la plupart des autres pays. Quand on fait la somme des 2, on a à peu près ce qu'est l'impôt sur le revenu dans les autres pays. Donc
je pense que cette réflexion que porte le Parti socialiste, mais qui va bien au-delà, depuis une dizaine d'années, de reconstruire un impôt citoyen sur le revenu en rassemblant la CSG et l'impôt sur le revenu pour en faire un grand impôt progressif, ça me paraît être une des réformes les plus fondamentales à faire, surtout qu'on a un impôt sur le revenu qui est vieux. On rappelait qu'il a été fait lors de la Première Guerre mondiale. Il a été un peu rénové après la Seconde Guerre mondiale, mais il a des caractéristiques qui, par son prélèvement, c'est un des rares impôts en Europe qui n'est pas prélevé à la source, par le fait qu'il n'est pas individualisé, alors que dans la plupart des pays il l'est, fait que c'est un impôt relativement archaïque. Je crois qu'il y avait une belle réforme à faire, pas facile, parce qu'il vaut mieux être dans une période où on a retrouvé la croissance pour pouvoir faire cette réforme, mais cette proposition qui était celle du président de la République et dont nous avons fait la première étape, parce que la première année, en faisant en sorte que les revenus du capital et du travail soient imposés de la même façon, nous avons fait la première étape de la réforme fiscale. Et je trouve qu'elle méritait, j'ai terminé, Monsieur le Président, elle méritait d'être poursuivie. Et après tout, quand on fait 41 milliards d'allègements sur les entreprises sans trop bien calibrer ces allègements, on peut se demander si on n'aurait pas pu garder un peu de réserve pour penser à une réforme plus fondamentale de l'imposition du revenu des ménages. Merci. Monsieur Vigier a la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne sais pas si je suis le dernier orateur avant le vote. Non, mais comme ce soir, on peut se laisser aller, je dis ça pour Pierre-Alain Muet, à des théories économiques, c'est important qu'on ait un vrai débat de fond. Mais quand même, en écoutant Christian Paul tout à l'heure, en fait, ce soir, c'est un double enterrement, malheureusement. Dans les promesses de François Hollande pour les présidentielles, vous vous en souvenez, la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. N'est-ce pas, mes chers collègues, vous l'aviez écrit. Vous vous apercevez que plus de 2 ans, après qu'il soit installé à l'Élysée, non seulement on n'en parle plus, mais vous avez essayé depuis 2 ans, plus de 2 ans, non seulement vous essayez, mais vous voyez bien que l'amorce de cette réforme, vous n'y arriverez pas. C'est donc un échec. Le second échec, et moi j'ai bien écouté ce qu'a dit Christian Paul, il a raison, il faut de la visibilité pour les entreprises et pour les ménages. Et de la stabilité. Et d'ailleurs, dans le test qui nous réunit ce soir, vous avez observé, Monsieur Paul, qu'il y a des amendements, notamment sur l'impôt sur les sociétés, où l'année dernière, le secrétaire d'État au budget nous expliquait, lorsqu'il était rapporteur général, qu'il fallait absolument que l'on donne cette visibilité et que l'on commence à baisser l'impôt sur les sociétés. Et là, on apprend qu'il est décalé d'une année, on baissera en 2016. De même, la fameuse surtaxe qui avait été mise pour un temps donné, en 2011 par le gouvernement Sarkozy, 2013 c'est vous, et là on continue encore. Encore, une fois de plus, pas de visibilité. Donc mes chers collègues, dans ce débat que nous avons ce soir, un débat sans vote sur une question aussi majeure que celle du double pilier de la compétitivité et le pilier du pouvoir d'achat. Je crois quand même, Monsieur le Ministre, qu'il faudrait que vous nous disiez si oui ou non ce 49.3 on va aller au bout ou pas. Si oui ou non, mercredi au Conseil des ministres, vous avez levé la main en disant Président, est-ce que oui ou non on engage la responsabilité du gouvernement doit être éclairée. Je ne vois pas comment, Monsieur le Président, pourra demain reprendre les débats si on n'a pas une réponse à cette question. Franchement, passer 5 heures, ça doit être dans les annales de la Ve République une première. Nous l'aurons écrit tout ensemble. D'être sur un débat de fond comme celui-ci sans même qu'il y ait les moindres des votes. Merci, Monsieur Laurent, la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi intervenir sur cet amendement pour apporter mon soutien et en expliquer le sens. Je pense que l'adoption d'un tel amendement, lorsqu'on pourra voter, sera source de poursuivre une réforme fiscale qui a été initiée à partir de 2012 et qui est actuellement en panne. Deuxième élément que je veux rappeler, c'est que c'est vrai qu'il y a des engagements qui ont été pris et que les engagements valent promesse vis-à-vis des citoyens. Et en l'espèce, je pense que ça serait particulièrement judicieux de s'inscrire dans la mise en œuvre de cet engagement alors que nous avons une réalité qui est double. D'abord, des citoyens qui se sentent aujourd'hui orphelins du Bourget et des engagements qui ont été pris. Donc ça serait un signe très fort
que d'adopter cet amendement. Le deuxième, c'est que nous savons bien qu'il y a une crise de la citoyenneté qui se matérialise par un rejet de l'impôt, et ça donnerait, par une réforme fiscale et un impôt qui passerait de proportionnel à progressif, un signe comme quoi l'impôt mérite d'être reconnu, accepté, refondé, parce qu'il en va de la refondation de la citoyenneté. Merci. Monsieur de Rugy a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir à ce stade du débat parce que cette question de la réforme fiscale nous tient très à cœur depuis très longtemps. Nous l'avions dit lorsque nous étions dans l'opposition. Nous plaidions pour une fusion, en tout cas un rapprochement, une convergence entre l'impôt sur le revenu et la CSG, en faisant à la fois de la progressivité de la CSG et le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Nous avons relancé cette idée plusieurs fois par voie d'amendement. Nous sommes évidemment bien conscients qu'une réforme de cette ampleur ne va pas se décider simplement par un amendement, mais en revanche, nous avons eu plusieurs occasions. Et pour l'instant, toutes ces occasions ont été manquées. L'année dernière, c'est pas très vieux, le Premier ministre de l'époque avait relancé le chantier de la réforme fiscale. Et nous aimerions bien savoir, au moins par ce débat, et donc là je m'adresse au gouvernement, où en est ce chantier? Est-ce qu'il est définitivement abandonné, ceux qui ne seraient pas conformes aux engagements que nous avons pris? Et moi je le dis, sur la CSG, c'est vraiment une question de justice sociale d'abord et avant tout. Je ne veux même pas rentrer dans le débat de savoir si ce serait une relance économique par la demande. Personnellement, je ne crois pas que ce soit tellement le cas, mais c'est vraiment une question de justice sociale par rapport à l'impôt. Nos concitoyennes et nos concitoyens, si elles ont exprimé une forme de ras-le-bol fiscal, on le sait bien, c'est non seulement par rapport à l'addition qui est présentée, mais par rapport à la répartition des efforts. Et donc, c'est pour cela que nous défendons cet amendement, comme nous l'avions d'ailleurs défendu l'année dernière, et que nous souhaiterions avoir une réponse du gouvernement sur le chantier de la réforme fiscale. Madame Guittet, puis Monsieur Lefebvre conclura. Oui, juste 2 mots pour répondre à Monsieur de Courson qui ne m'écoute pas. Merci Monsieur de Courson. Je voulais simplement vous dire que vous faites une erreur historique. La citation de Lénine, c'est un livre de Lénine de 1920 qui dit que la maladie du communisme est le gauchisme et non pas la maladie du socialisme. Donc voilà. Donc relisez nos amendements, vous les comprendrez mieux, et au lieu de faire des citations erronées. Et donc vous verrez que la CSG progressive est quelque chose d'intelligent et qui permet plus de justice sociale. Merci. Monsieur Lefebvre a la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a dans ce débat 2 débats. Le premier consiste à considérer que plutôt que de voter des allègements sociaux et fiscaux pour permettre à nos entreprises de retrouver de la compétitivité, il vaudrait mieux redistribuer du pouvoir d'achat aux ménages. Une manière assez brutale de résumer cette position, ce serait de dire qu'il faut redistribuer avant d'avoir produit. C'est un débat qu'on a déjà eu la semaine dernière et qu'on aura encore. Et un deuxième débat qui est celui qui porte sur la réforme fiscale. Je regrette dans cet hémicycle Monsieur Baumel, on écoute, Monsieur Lefebvre. Les travaux qu'a demandé le Parlement, d'une part, qui ont été réalisés récemment par le groupe de travail auquel un certain nombre de parlementaires participaient sur la fiscalité des ménages, étaient aussi peu lus et aussi peu approfondis par certains d'entre vous. Dans les deux cas, il est montré notamment que la fusion entre l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée, qui est jamais que le prolongement de la création d'une CSG progressive, se heurte d'une part à des problèmes constitutionnels importants, d'autre part à des problèmes de transfert, enfin à des problèmes de gouvernance sociale. Et en réalité, on voit bien que les objectifs qui sont poursuivis peuvent être atteints par d'autres moyens. Enfin, j'ajouterai, pour avoir été auprès de Michel Rocard, celui qui a porté ce projet à l'époque où il a été voté dans cet hémicycle au terme d'une motion de censure avec seulement 6 voix d'écart, à une époque où la CSG était fortement contestée. Je rappelle que la CSG a été mise en place pour permettre le financement de la protection sociale par l'ensemble des revenus.
qu'elle s'est substituée à l'époque à des cotisations sociales qui étaient dégressives. Et je dis à mes collègues, ceux qui veulent faire une CSG progressive devraient d'abord, par cohérence, vouloir faire une CSG proportionnelle et donc revenir sur la déductibilité de la CSG. Or, cette question qui est devant nous, puisque le groupe de travail fiscalité des ménages dit qu'il faut travailler sur le bas de barème, c'est qu'aujourd'hui, revenir sur la déductibilité de la CSG poserait d'ailleurs des problèmes importants en bas de barème qu'il nous faudra traiter. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre cet amendement de nos collègues comme des amendements d'appel pour poursuivre le travail, notamment dans le sens de ce qui avait fait consensus au sein du groupe de travail sur la fiscalité des ménages, c'est-à-dire travailler sur les éléments de bas de barème ou apporter des réponses comme celles que nous avons apportées avec l'article 1er de ce texte. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne rentrerai pas dans un débat technique, surtout à l'heure avancée à laquelle nous sommes arrivés maintenant. Mais au fond, la question de la CSG, elle est posée depuis 30 ans, depuis qu'elle existe. Et il est d'ailleurs intéressant de voir que certains qui, à l'époque, refusaient que la CSG intervienne, aujourd'hui voudraient en faire le pivot de l'ensemble des politiques. Mais pour ma part, je trouve que le débat a une certaine force et un certain intérêt. Seulement, il se trouve que le texte que propose le gouvernement est un texte qui propose une cohérence et une logique différentes. Et il y a une cohérence au texte du gouvernement en termes de pouvoir d'achat, qui passe par la baisse des cotisations pour les salariés dont le revenu est inférieur à 1,3 SMIC, et d'autres mesures fiscales qui ont été discutées, débattues et qui seront votées, en tout cas c'est la volonté du gouvernement demain, dans le cadre du projet de loi rectificative, projet de loi de finances rectificative. Donc, à partir du moment où il y a un choix différent, le débat prend une autre tonalité. Parce que ça n'est pas un aménagement ou un amendement au texte gouvernemental qui est proposé, c'est une autre cohérence, une autre logique. Et cela, nous ne pouvons pas en débattre maintenant comme cela. Nous en avons débattu avant. Nous en avons débattu dans le cadre d'autres lieux. Mais nous ne pouvons pas engager à la faveur d'un amendement une logique politique qui est totalement différente de celle qui est portée par le texte du gouvernement. Une deuxième observation. Vous parlez d'un amendement à 14 milliards d'euros qui suppose qu'il soit compensé financièrement de manière extrêmement forte par l'abandon d'autres dispositifs. Là, j'en reviens à ce que je disais il y a un instant. Ça n'est pas le choix du gouvernement. Mais je ne vois même pas comment vous arrivez à compenser 14 milliards d'euros avec les mesures que vous invoquez. Ce qui veut dire que toute la logique d'une remise à plat de la CSG, c'est d'arriver à un dispositif qui fait payer de façon très significativement supérieure une partie de la population française. Or, ça n'est pas aujourd'hui le choix dans lequel nous nous engageons. On ne peut pas, d'un côté, expliquer que nous devons donner du pouvoir d'achat à une partie de nos concitoyens et engager ou proposer un amendement qui aboutirait à pénaliser fiscalement une part considérable des classes moyennes. Et je veux terminer par là. En termes de sécurité sociale, je veux vous inviter à une grande prudence quant à l'adhésion de nos concitoyens au modèle social auquel nous sommes collectivement attachés. Parce que pour que l'ensemble des Français, et surtout les plus modestes, puissent bénéficier de notre système de protection sociale, il faut par définition qu'il y ait des classes moyennes qui acceptent de payer pour que chacun, quel que soit son revenu, puisse être pris en charge. Et plus vous allez augmenter la contribution des classes moyennes à ce système, plus vous allez fragiliser leur consentement à notre système de protection sociale. Et donc, au nom de la pérennité, de la durabilité de notre système de protection sociale, auquel je sais que nous sommes collectivement attachés, et en particulier sur les bancs de la majorité, j'appelle à manier avec prudence des concepts qui, aujourd'hui, ne sont financièrement tenables que par un alourdissement de la fiscalité sur les classes moyennes. Merci. Alors nous poursuivons l'étude de nos amendements. On va cette fois accélérer de façon à terminer
les amendements qui sont après l'article 1er. Le 54, Monsieur Dor, il est défendu. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que